Bonsoir à tous et merci de votre confiance sans cesse renouvelée à l'édition d'information de la télévision Shekina, édition d'information de 19h30 au sommaire de ce journal, passation de service hier au Conseil économique et social entre les présidents entrants et sortants, René Ndemeza-Obiang et Georgette Coco. Rebonsoir, nous démarrons cette édition d'information avec le social et cap d'abord dans la commune d'Oveno et précisément dans le quartier Alenakiri où l'infrastructure qui sert de pont se dégrade davantage. À cela s'ajoute l'insalubrité ou du moins l'insécurité grandissante dans la zone et les populations sont détroussées de leurs biens au quotidien. Euphrem Biogedzo, reportage. Le danger est quasi permanent pour ces populations d'Alenakiri dans la commune de Vendo qui empruntent régulièrement ce pont vétuste qui date des années 90. Jusqu'alors, rien n'a été entrepris pour restaurer cet outil qui permet de relier les deux extrémités de cette localité. Cependant, la crainte des populations est grande de voir cet outil de communication mourir à petit feu. À ce qui semble, le bureau du conseil municipal de la commune de Vendo n'en fait pas l'une de ses priorités, d'autant plus que personne n'en parle, comme si leurs préoccupations sont ailleurs. Va-t-il falloir qu'il y ait mort d'homme ou tout autre incident pour que les collectivités locales s'y intéressent, qu'à cela ne tienne, des promesses annoncées pendant les événements à caractère politique n'ont jamais vu le jour. Le pont est en train de se dégrader, comme vous le dites, mais ça demande des améliorations pour que les gens puissent, si on peut trouver des gens aptes pour l'améliorer. Et là, c'est amélioré même là, c'est quand il y a eu des moments de campagne. C'est là où vous avez vu se trouver dans cet état-là, mais sinon, après là, avant c'était bien foutu. Alors. Le peu de réaménagement qu'a pu bénéficier cette infrastructure routière a été le fruit des personnes bénévoles. Le réaménagement qui s'est passé, j'ai vu. Mais c'était pas ça. Ça veut dire que c'était les gens qui ont contribué pour essayer de mettre les 500, les 1000 francs, les 2000 francs. Et madame le chef du quartier a essayé de faire quelque chose. Mais c'est pas ça. Autre phénomène des temps modernes, la destruction du patrimoine public par des vandales qui opèrent et sèment la terreur. Les passants, eux aussi, sont détroussés de leurs biens. Les jeunes qui viennent sur ce pont, ils se mettent là dans la nuit pour attendre les gens qui passent pour les braquer. Il y a eu des braquages là. C'est eux qui cassent les tôles. Ce n'est pas un bon citoyen qui doit venir casser une tôle sous le pont. Jamais. Ça ne peut jamais se passer. Un bon citoyen qui connaît que là, c'est le pont, c'est notre pont, on ne peut jamais casser. Mais c'est les gens qui sont avec nous-mêmes dans le quartier, les jeunes qui sont avec nous dans le quartier, qui collaborent avec les autres qui sont à Alenakiri pour venir créer des relations pour braquer les gens. Ce sont qui cassent. Ils fument le chanvre et ils cassent le pont. Les interrogations fusent quant à la facilité avec laquelle ces bandes organisées opèrent dans une commune qui compte pratiquement l'ensemble des corps de nos forces de défense. Nous restons sur le volet social pour parler de ce commerce qui n'est pas d'un genre nouveau. Il s'agit de la vente à la sauvette des téléphones portables. Mais le fait innovant dans ce secteur aujourd'hui reste la constitution en partenariat ou en PME des vendeurs de ces téléphones portables. Était sur le lieu pour le bien de ce reportage. Il y a Someyan Bissou et Yvan Bertrand Koumile-Kandoumba. La vente des téléphones portables, un métier qui, il y a quelques années encore, était exclusif aux seules maisons de téléphonie mobile. Une activité qui voit à présent son champ s'étendre sur un marché plus large. Que ce soit en magasin ou aux surfaces de vente à vue ouverte, le choix est multiple. Pour les commerçants de ce second marché, cette expansion de vente serait due à l'état actuel du pays. Bon, il y a de cela 2 ans que je suis sur le terrain, compte tenu de la crise financière et la crise politique aussi, je dois le souligner. Bon, aujourd'hui, nous jeunes Gabonais, nous sommes obligés de venir au terrain parce que nous avons compris que l'argent aussi se trouve au terrain. D'où il était question pour moi d'ouvrir une PME, si je me le permets bien sûr. Voilà, donc je suis à mon propre compte. Et il y a de cela peut-être 2 mois de cela que nous avons constaté qu'il y a un déficit, il y a quelque chose qui manque. On n'a plus la clientèle en tant que telle. Bon, déjà nous sommes grossistes. Lorsqu'on part vers les personnes qui ont des structures adéquates,
ces personnes, nous, en fait, ce n'est pas les mêmes prix. Ils nous réduisent carrément les prix. Par exemple, les 4 mémoires que nous prenons à 1000 francs, on revend ça à 2000. Voilà, d'où ceux qui sont dans les magasins, certainement, ils doivent gagner quelque chose. La preuve, si quelqu'un ne gagne pas, forcément, il va fermer sa structure. Voilà, donc il y a forcément, chacun tire quelque chose. On a ce constat que les personnes, lorsqu'on met en valeur nos bonnes qualités, en fait, nos bons produits, les personnes disent que c'est en fait trop coûteux, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, on se voit comme dans l'obligation de mélanger. Voilà, donc on prend le bon et on prend aussi le mauvais. Parce que les deux vont ensemble. On ne peut pas vendre totalement la bonne qualité. Sinon, on risque de ne pas écouler notre marchandise facilement. Et pour remédier à la situation, les entreprises et les magasins de téléphonie mobile ont opté pour les partenariats avec les PME afin de réduire non seulement les taxes, mais aussi de gagner en bénéfices en mettant en place la politique de gagnant-gagnant. Ce qui permettrait aussi bien aux vendeurs illicites qu'aux entreprises de maintenir le cap dans un marché aussi concurrentiel. Mais qu'à cela ne tienne, il serait souhaitable pour ces derniers, encore dans l'informel, pour la plupart, de se conformer aux normes établies afin de pouvoir exercer en toute liberté leur activité. L'actualité à l'intérieur du pays cap sur Port-Gentil et la question reste taboue sur le plan national sur l'allaitement et la santé ou l'activité sexuelle. Plusieurs pensées d'ordre coutumière et autres convergent à penser aujourd'hui qu'une femme allaitante ne doit pas avoir des rapports sexuels car ces rapports sexuels auront des conséquences dommageables sur la santé du nourrisson. Vrai ou faux? Une spécialiste de la question nous édifie sur la question effectivement à travers ce reportage de nos confrères des Médias Plus Port-Gentil, Irel Nancy Mberkouna. Plusieurs personnes pensent que la femme qui allaite ne devrait pas avoir de rapport sexuel avant d'enlever l'enfant au sein, car cette pratique aurait des conséquences sur la santé du bébé. C'est en vue de mieux nous informer que nous avons rencontré une experte en santé maternelle et infantile. Le rapport sexuel n'a aucun rapport avec l'allaitement. On a les voies génitales, le rapport sexuel se fait en dessous de la ceinture, le sperme est déversé dans le vagin, il peut ressortir par ce même vagin-là. La production d'hormones liées à l'allaitement maternel se fait en haut. Donc, le bébé qui tète n'a aucun lien avec le sperme qui est déversé dans le vagin de sa mère. Donc, une maman qui allaite peut avoir son rapport sexuel. Il n'y aura aucun lien, le lait ne deviendra pas contaminé par le sperme pour que le bébé soit malade. L'on se demande également après combien de temps la maman peut reprendre l'activité sexuelle après l'accouchement. On dit on peut reprendre, après un accouchement, on peut reprendre l'activité sexuelle 45 jours plus tard. Parce qu'on considère qu'en 45 jours, ce utérus qui a porté un enfant de 2 kg ou de 3 kg est revenu à sa taille d'antan. L'on comprend que la maman est libre de reprendre son activité sexuelle quand elle le souhaite, à condition que cela se fasse après les 45 jours suivant l'accouchement. Nous restons toujours dans la province de l'Ogooué-Maritime et c'est un ouf de soulagement pour les populations du tronçon Port-Gentil-Mbega. Ce linéaire de 21 km est entièrement recouvert de bitume par l'entreprise adjudicataire, facilitant ainsi le trafic des biens et des personnes. Edwin Axel Ndjengi, Média Plus Port-Gentil, reportage. Long de 21,6 km, les travaux d'exécution de la route Port-Gentil-Mbega, entrepris par l'entité CRBC, China Road Bridge Corporation, soulage depuis quelques mois les populations de cette contrée qui n'éprouvent plus assez de difficultés pour se déplacer. Oui, on avait des difficultés pour les voitures, pour sortir à Port-Gentil. À un moment donné, là, il nous a donné les voitures. Là, on n'était pas encore, nous sommes quand même un peu bien. Avant, c'était difficile. Mais à présent, nous sommes bien parce qu'il y a la voiture, il y a même les taxis qui rentrent. Quand tu es là, tu prends ton taxi, tu sors à Port-Gentil. Mbega vient de changer d'après la route qu'on vient de faire. Sinon, avant, on souffrait, le sable, là, les voitures pour rentrer, c'est des problèmes. Maintenant, à présent, les voitures, c'est maintenant facile de rentrer. Malgré ces avancées significatives, selon ces habitants de Mbega, il reste encore beaucoup à faire. Ah, si tu as l'argent, il te prend, il vient te laisser là-bas à la route.
Mais il faut qu'il fait la route jusqu'à là-bas. Bon, il faut de ce côté-là qu'il n'y a plus trop de difficultés de transport d'accès, mais quand même, il y en a. Il y a des coins reculés où il va falloir avoir un 4x4 pour évacuer, soit tes malades et tout le reste. Certains jeunes de Mbera ont été recrutés pour participer à ces travaux de construction de cette importante voie de communication qui avance à grande vitesse, notamment avec la phase de bitumage. De retour à Libreville, et nous l'annoncions au sommaire de ce journal, passation de services ou des charges hier au Conseil économique et social entre René Demezo-Obiang et Georgette de Coco, respectivement président entrant et sortant du Conseil économique et social. Un passage de témoin qui s'est déroulé en présence du ministre en charge des institutions constitutionnelles, Blaise Louembe. Reportage. Nommés par décret présidentiel, les présidents entrants et sortants du Conseil économique et social, René Demezo-Obiang et Georgette Coco, ont procédé à la passation des charges sous le regard bienveillant du ministre en charge des institutions constitutionnelles, Blaise Louembe. C'est l'émotion, c'est la décennie de la femme. Monsieur René Demezo-Obiang, au nom du président de la République, chef de l'État, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, je vous remets les documents constituant les charges de vos nouvelles fonctions, président du Conseil économique et social du Gabon. Ce rituel administratif symbolique qui intronise René Demezo-Obiang au poste de président de cette institution l'a immédiatement conduit à énoncer les bases de son action. Au total, 3 principales missions à remplir. Le mandat sera guidé par 3 exigences fortes. La première sera de hisser le CS à la hauteur du moment, notamment par le renforcement de son influence sur les politiques économiques, financières, sociales, culturelles et environnementales du Gabon. D'ailleurs, la politique environnementale a été particulièrement recommandée par les dernières assises d'Abondje pour faire partie des différentes politiques sur lesquelles le CS doit donner un avis. La deuxième consistera à renforcer la paix à travers la prévention et la résolution des conflits sociaux. La troisième est de rendre les avis du CS crédibles. Je ne ménagerai aucun effort pour que le CS soit entendu et respecté. Devenant ainsi le 11e président du Conseil économique et social du Gabon depuis sa création dans le contexte de la loi cadre de Gaston Defferre de 1956, René Demezo-Obiang a dit mesurer la gravité de la tâche qu'il compte mettre en musique avec courage, générosité et détermination. Il a ainsi emprunté une expression chère à Emmanuel Macron, je cite, « Dès à présent, je suis au travail ». Fin de citation. L'actualité hors de nos frontières, sous haute sécurité, plus de 2 millions de musulmans entament ce mercredi un pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite. Mais l'événement de cette année est notamment marqué par le retour des fidèles iraniens et la crise diplomatique entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Reportage. Les fidèles musulmans affluent à la Mecque pour effectuer les 7 tours de la Kaaba, l'une des premières étapes du grand pèlerinage musulman. Cette année, près de 2 millions de pèlerins sont attendus en Arabie Saoudite, un record absolu. Le royaume a encore en tête la terrible bousculade de 2015 qui avait fait plus de 2300 morts et les attaques du groupe État islamique lors des 2 derniers rassemblements. Le gouvernement saoudien assure donc avoir mis tout en œuvre pour faire face à ces menaces et assurer la sécurité des fidèles. Il y a plus de 100 000 personnes affectées à la sécurité du Hajj. Il y a des plans en place pour organiser la circulation des piétons et des foules, partout où il y a de fortes concentrations de pèlerins. Mais cette année, le pays est confronté à un autre problème d'ordre sanitaire.
L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre le risque de propagation du choléra, qui sévit en ce moment au Yémen, pays voisin plongé dans la guerre civile. Là encore, les autorités saoudiennes assurent faire preuve d'une vigilance maximale. Aucun cas de choléra n'a été détecté à l'intérieur du royaume saoudien. À tous les points de contrôle frontaliers, nous vérifions que les pèlerins n'ont pas le choléra, ni aucune autre maladie. En cas de suspicion, le pèlerin est isolé et on lui donne le traitement approprié. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour de la Mecque et les autres lieux saints durant la semaine du pèlerinage. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam que tout fidèle musulman doit effectuer au moins une fois dans sa vie, s'il en a les moyens. Nous restons toujours hors de nos frontières pour parler cette fois-ci de la crise à la péninsule coréenne et Pyongyang a lancé mardi hier matin un missile balistique qui a survolé le territoire japonais avant de s'abîmer en mer. Une énième provocation qui a conduit à la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies qui condamne à l'unanimité ce tir de missile. Reportage. Satisfaction, les États-Unis, à l'origine de la réunion extraordinaire, demandaient une condamnation. Le Conseil de sécurité de l'ONU l'approuve à l'unanimité. Nous sommes tous ensemble. Et que disons-nous? Nous dénonçons toutes les actions scandaleuses de la Corée du Nord contre un autre membre de l'ONU, le Japon. Nous demandons tous que la Corée du Nord renonce à tout nouveau tir de missiles. Nous demandons tous qu'elle renonce à ses armes nucléaires. Ceci démontre l'unité du Conseil de sécurité et envoie un message clair et net à la Corée du Nord. La communauté internationale n'acceptera pas son comportement inconscient. Pour justifier son tir de missile, la Corée du Nord évoque le droit à l'autodéfense, alors que Washington et Séoul mènent des exercices militaires dans la péninsule coréenne. Les alliés historiques du régime, Chine et Russie, condamnent l'attitude de Pyongyang, mais évoque la part de responsabilité de l'Amérique dans les tensions actuelles. Nous appelons à la retenue tous les protagonistes. Il faut éviter les provocations qui pourraient aggraver la situation dans la région. Une condamnation, mais l'unité du Conseil de sécurité a ses limites. Pour l'instant, aucune nouvelle sanction contre la Corée du Nord n'a été décidée. Nous en venons à présent à l'actualité sportive et pour commencer avec Vanessa Ekomi, à l'époque numéro 1 du tennis féminin sur le plan local, fait progressivement son retour dans cette discipline sportive. Ephraim Biogezo l'a surpris en plein entraînement et voici ce qu'il en ressort dans ce reportage. Longtemps restée en marge des compétitions nationales et des cours de tennis, Vanessa Ekomi, ancienne numéro 1 féminin de la discipline, procède tout doucement à sa reprise des activités, ponctué d'ailleurs par des échanges sur les cours aux côtés de Célestine Avomela. Les deux gardent d'ailleurs une bonne amitié vieille de longue date. Je n'avais pas complètement disparu, je me suis juste rangée du côté de l'administration du tennis. J'ai travaillé avec la fédération, donc M. Minko et puis Abeslo Metogo et Antoine Makoti. Désormais mère d'une belle petite fille, âgée seulement de 7 mois, chose qui l'a éloignée progressivement des terrains. Malgré ces petits temps morts, Vanessa retrouve du plaisir sur une discipline qui l'a permis de forger tout doucement sa vie. Oui, pourquoi pas, malgré ma première maternité, je voudrais voir ce que ça fait de revenir et essayer de voir si j'aurai toujours le même niveau qu'avant. La relève est d'autant plus assurée, la transmission des attributs s'effectue progressivement entre les précurseurs de la discipline et les talents en herbe. Franchement, j'encourage beaucoup Célestine parce qu'à 17 ans, être parmi les meilleurs en Afrique, c'est vraiment très bien. Et j'espère qu'elle ira loin. Il n'y a pas que Célestine, il y a plein d'autres d'ailleurs. Il y a une qui était Indira, qui était au Nigeria, qui a gagné le tournoi. Et j'espère qu'après cela, il y en aura plein d'autres. Également ma fille aussi. Oui, je l'emmène tout le temps aux entraînements depuis que j'ai repris. Vanessa Ekomi serait toujours là pour accompagner la relève.
Alors que Vanessa fait progressivement son retour dans l'arène du sport, notamment du tennis, en tant qu'ancienne numéro 1 du tennis féminin au plan local, l'actuelle numéro 1, Célestine Avomela, quant à elle, représentera notre pays à Mamet en Tunisie dans le cadre d'une compétition qui regroupera les meilleurs de la discipline venus d'autres pays. Ephraim Bioguedzo, reportage. En route pour la ville de Mamet pour une dizaine de jours où elle doit prendre part à 3 futurs WTA. Dans la catégorie senior-dame, la tenniswoman Célestine Avomela, désormais 250e joueuse mondiale, est top 8 sur le plan africain, selon le dernier rapport du mois en cours rendu par l'ITF, est en passe de devenir l'une des espoirs de cette discipline sur le plan continental, sur qui le Gabon devrait énormément compter. À moins de 5 heures de son départ pour la Tunisie, où elle affrontera des joueuses venues de divers horizons, Afrique, Europe, Amérique. Cette dernière devrait d'abord s'attaquer aux épreuves de qualification. Si elle passe avec brio, ce que nous espérons tous, elle sera alignée au tableau final avec pour début des épreuves le 4 septembre prochain. Conscient de l'enjeu, l'encadrement technique est plus que soudé. Au Beach Club, l'adolescente bénéficie d'une préparation physique intense. Moi, je la suis personnellement depuis 3 semaines. En faisant 1h30 de tennis tous les jours, de lundi à vendredi. Et avant de commencer, il y a 3 quarts d'heure de physique avec un préparateur physique. Pour venir à bout de ses adversaires et espérer pourquoi pas ramener une médaille au bercail, synonyme d'un podium, Célestine Avomela devrait soigner certaines de ses carences, dont son mental qui, par moment, lui joue les tours. Bon, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé toujours sur le physique et basé plus sur la condition des jambes. Parce que le tennis, sans les jambes, vous n'êtes pas un joueur de tennis ou une joueuse de tennis. Parce que sur 100%, la grosse base, c'est 90% des jambes, parce que ça vous permet de vous déplacer de gauche à droite pour aller chercher les balles de l'adversaire, pour lui montrer qu'il n'y a pas un signe de faiblesse. Restez concentré durant la compétition. Célestine Avomela, à vous avoir élaboré des stratégies. Il y a certains tournois où je suis seule et j'arrive à faire les quarts de finale et les demi-finales et gagner en double. Parce que je parle avec mes coachs et ils me disent comment je dois faire, comment je dois fonctionner et suivre mon propre programme. La tenniswoman gabonaise devrait sortir les tripes afin d'améliorer davantage son classement actuel des points qui seront d'une importance capitale lors du décompte final. Football, le sport roi, pour boucler cette page sportive, et vous le savez tous, les éliminatoires, la Coupe du Monde 2018 en Russie pour le compte de la 3e journée. Les Panthères du Gabon, j'y arrive, affrontent le 2 septembre prochain, autant pour moi, les éléphants de Côte d'Ivoire. Et à cet effet, les Fauves du Gabon étaient en pleine séance d'entraînement ce matin au stade de l'amitié sino-gabonaise, en présence de Yasser Nukolandon, notre reporter. La tanière des Fauves est finalement au complet. Les 23 Panthères convoqués par Antonio Camacho sont présents sur le site de regroupement pour la double confrontation face aux éléphants de Côte d'Ivoire pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Surpris par notre équipe de reporters en pleine séance d'entraînement au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angoundjé, le groupe semble retrouver de la sérénité afin d'attaquer avec envie et détermination les éléphants. Bien sûr, c'est possible parce qu'il y a une bonne ambiance, il y a un bon état d'esprit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, mais après, voilà, aujourd'hui, en matière de foot, la jeunesse, c'est la jeunesse aujourd'hui qui fait gagner des matchs. Donc voilà, on va essayer de se concentrer sur ça et puis faire le match. Non, pas d'appréhension, non, on va plus déjà se concentrer sur nous, c'est le plus important. Après, on connaît la Côte d'Ivoire, on sait que collectivement, ils ont des qualités, individuellement aussi. Je connais beaucoup de joueurs là-bas et puis nous aussi peut-être. Je pense que collectivement, individuellement, on n'a rien à leur envier. Jusqu'après, il faut bien faire les choses et c'est ce qu'on va faire samedi. Qu'est-ce que vous redoutez le plus au cours de cette rencontre? Oui, je l'ai appelé. Qu'est-ce que vous redoutez le plus au cours de cette rencontre? Écoutez, on ne redoute rien. Tout ce qu'on peut redouter, c'est de perdre. Et voilà, nous, on a des objectifs dans la tête, c'est de gagner. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire samedi et puis voilà, se concentrer surtout sur nous. Conscient de l'enjeu dont elle fait face aujourd'hui, la jeune équipe dirigée par Antonio Camacho
comptent mettre leur qualité afin de renverser la donne. Objectif, prendre les 3 premiers points à domicile. Voilà, actuellement c'est positif. Parce que je pense que la plupart du groupe est là. J'étais le dernier arrivé en sélection, je pense, ce matin. Parce que j'avais demandé une permission au staff et puis au manager général. Donc je pense que la dernière personne qui manque à rejoindre le groupe, c'est moi. Donc tout le groupe est complet et puis le groupe est motivé. Je pense que vous avez vu la séance d'après-midi, vous voyez qu'on a envie pour le match de samedi. Donc on va essayer de faire mieux que les matchs qui sont passés par rapport aux résultats qu'on a fait la dernière fois en Mali. Il nous manque beaucoup des éléments. Mais je pense qu'avec tous les éléments qu'on a pour le match de samedi, je pense que c'est de bon augure pour prendre les 3 points ici. Au niveau de la récupération, il n'y a pas de problème vu que tout le monde est dans les débuts du championnat dans leur club. Donc c'est au niveau physique, il n'y a pas de problème. Tout le monde a bien fait la préparation. On voit que la plupart du groupe est en jambes. Ce n'est pas comme en Akanou, il manque beaucoup d'éléments qui étaient à court de rythme. Donc là, je pense que tout le monde est en jambes et on doit prendre les 3 points contre la Côte d'Ivoire. Et que ça fait très longtemps qu'on a pu gagner devant le public. On pense que rajeuni à près de 99% avec une moyenne d'âge de 24 ans, la jeune équipe de Camacho compte redonner de l'envie au 12e homme après les échecs essuyés dernièrement. C'était la séance d'entraînement des Panthères du Gabon au stade L'Amitié sino-gabonaise ce matin en prélude à la confrontation, sinon la double confrontation avec les éléphants de Côte d'Ivoire le 2 septembre prochain à Franceville. Nous en venons à présent à votre rubrique Expression libre, la question que Someyan Bissou et Yvan Bertrand Komile Kandoumba vous ont posé de savoir qui est le président du Conseil économique et social du Gabon. Qui est l'actuel président du CES? C'est pas l'ancien René Demezor. Où est là? C'est pas dedans. Du CS, CNC. Le CS, bon là je n'ai pas une idée, mais apparemment je savais que c'était, il s'appelle comment? Le ministre aujourd'hui là, il est, c'était Jean-François Ndongou qui était actuel ministre du CS. Et je ne sais pas qui est actuel en ce moment. Ok. CES. Ah, je sais pas. Pas de quoi. Pour le Conseil économique et social, je pense c'est Monsieur René Demezor. Ah, je sais pas. Je sais pas exactement le président. Monsieur René Demezor, bien, je pense. Hein? Oui. Cette question est au cœur de l'actualité politique sur le plan national depuis bientôt une semaine. L'actuel président du Conseil économique et social du Gabon, c'est bien M. René Demezor Obiang. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé.